Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes prêts à vous détendre pour ce 4e chapitre de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vous souhaite une bonne écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo afin d'encourager ma chaîne et je vous souhaite une bonne détente. Miss Peregrine et les enfants particuliers, chapitre 4. Après avoir trébuché et tâtonné comme un aveugle dans le sous-bois, puis traversé le marais en longeant le sentier avec des précautions de funambule, j'ai enfin émergé du brouillard. Et là, j'ai constaté avec surprise que le soleil se teintait de rouge. Le jour déclinait. La journée avait passé à toute vitesse. Mon père était au pub, attaché avec une bière brune, son ordinateur ouvert devant lui. J'ai eu le temps de boire une gorgée de son breuvage avant qu'il ne lève les yeux. J'ai failli tout recracher. La vache, c'est quoi? De l'huile à moteur fermentée? Quelque chose d'approchant, a-t-il répondu en riant. Rien à voir avec de la bière américaine. De toute façon, tu ne connais pas le goût de la bière américaine. Exact, ai-je confirmé avec un clin d'œil, même si c'était la stricte vérité. Mon père se plaisait à m'imaginer aussi populaire et rebelle que lui au même âge. Quant à moi, j'avais toujours jugé confortable d'entretenir ce mythe. Il m'a fait subir un petit interrogatoire. Comment avais-je trouvé la maison, qui m'avait accompagné, etc. Comme il est plus facile de mentir en omettant des détails d'une histoire qu'en les inventant, je m'en suis tiré avec brio. J'ai juste oublié de signaler que Worm et Tylen m'avaient fait entrer dans le fumier jusqu'au mollet avant de me fausser compagnie à 1 kilomètre de l'arrivée. Papa a été ravi d'apprendre que j'avais déjà rencontré 2 jeunes de mon âge. Évidemment, j'ai aussi évité de mentionner qu'il me méprisait. Alors, et la maison? Une ruine? Il a grimacé. Ça fait un bail que ton grand-père y a vécu. Ouais, et pas seulement lui. Il a refermé son ordinateur, signe qu'il allait m'accorder toute son attention. Tu es déçu? Un peu. Je n'ai pas fait des milliers de kilomètres pour voir un tas de gravats. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Interroger des gens. Quelqu'un saura bien ce qui est arrivé aux enfants qui vivaient ici. J'imagine que certains sont encore vivants, ici ou sur le continent, dans une maison de retraite. Je ne sais pas. Oui, c'est une idée. Papa me paraissait pas convaincu. Il a laissé planer un silence gêné, puis m'a demandé: Tu crois que tu en apprendras davantage sur la personnalité de ton grand-père ici? J'ai réfléchi. Peut-être. Il a hoché la tête. Exactement. Et toi? Moi? Il a haussé les épaules. Ça fait bien longtemps que j'ai renoncé à comprendre mon père. C'est triste. Il ne t'intéressait pas? Bien sûr que si, au début. Puis il a cessé de m'intéresser. J'ai persisté, même si la tournure de la conversation me mettait vaguement mal à l'aise. Pourquoi? Quand quelqu'un refuse de t'ouvrir sa porte, au bout d'un moment tu arrêtes de frapper. Tu vois ce que je veux dire? Mon père ne me parlait jamais ainsi. C'était peut-être à cause de la bière ou parce qu'on était loin de la maison. Ou alors il avait décidé que j'étais assez vieux pour entendre ce genre de choses. Quel que soit le motif de ses confidences, j'avais envie qu'il continue. Mais c'était ton père, comment as-tu pu renoncer? Ce n'est pas moi qui ai renoncé, a-t-il protesté, un peu trop énergiquement. Il a baissé les yeux et fait tourner la bière dans sa chope pour masquer son embarras. La vérité, c'est que ton grand-père n'était pas fait pour avoir des enfants, mais il s'est senti obligé d'être père malgré tout, car aucun de ses frères et sœurs n'avait survécu à la guerre. Du coup, il s'absentait en permanence. Partie de chasse, voyage d'affaires, appelle ça comme tu veux. Même quand il était là, il était ailleurs. C'est encore cette histoire d'Halloween. De quoi tu parles? Tu sais, la photo du lapin. Je faisais allusion à une histoire qu'il m'avait racontée autrefois. Papa n'avait alors que 5 ans. C'était au moment d'Halloween. Il n'avait jamais fait la tournée des maisons pour récolter des bonbons et grand-papa lui avait promis de l'accompagner. Pour l'occasion, ma grand-mère lui avait acheté un costume de lapin rose ridicule. Papa l'avait enfilé. Il avait attendu, assis dans l'allée, son père qui devait rentrer du travail vers 5 heures. Il avait patienté jusqu'à la nuit, mais grand-papa n'était jamais venu. Grand-mère était si furieuse qu'elle avait pris une photo de papa en train de pleurer dans la rue afin de donner des remords à son mari. Ce cliché a longtemps circulé dans la famille, aux grandes dames de papa.
chose de spécial en vous, une communication qui se passait de mots. Je ne savais pas quoi répondre. Était-il jaloux de moi? Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu es mon fils. Je ne veux pas que tu sois blessé. Blessé comment? Il est resté silencieux. Dehors, les nuages filaient dans le ciel. Les derniers rayons du jour projetaient nos ombres sur le mur. Soudain, mon estomac s'est noué. Le genre de malaise qu'on ressent quand nos parents s'apprêtent à nous dire qu'ils vont divorcer. On le devine avant même qu'il s'est ouvert la bouche. Je n'ai jamais creusé trop profond avec ton grand-père car j'avais peur de ce que je risquais de découvrir, a-t-il fini par lâcher. Tu parles de la guerre? Non, ton grand-père gardait ses secrets-là parce qu'ils étaient douloureux. Je pouvais le comprendre. Je parle de ses voyages, de ses absences perpétuelles. Que faisait-il vraiment? Je pense, et ta tante aussi, qu'il y avait une autre femme dans sa vie. Peut-être plusieurs. J'ai laissé ces mots flotter entre nous un moment. Les joues me cuisaient. Ça me paraît dingue, papa. On a trouvé un jour une lettre. Une inconnue avait écrit à ton grand-père. Je t'aime, tu me manques, quand reviens-tu? Ce genre de choses louches. Je ne l'ai jamais oublié. On a déchiré la lettre et jeté les morceaux dans les toilettes. Je n'en ai jamais vu d'autres. J'imagine qu'il a été plus discret après. Je n'arrivais pas à regarder mon père, ni à exprimer mes sentiments. Désolé, Jake, c'est difficile à entendre. Je sais combien tu le vénérais. Il m'a pressé l'épaule et je me suis dégagé et reculé bruyamment de ma chaise pour me lever. Je ne vénère personne. D'accord, c'est juste que je voulais t'épargner une mauvaise surprise. J'ai récupéré ma veste. Qu'est-ce que tu fais? Le dîner est prêt. Tu te trompes, grand-papa, et je vais te le prouver. Il a poussé un soupir résigné. Entendu, j'espère que tu y arriveras. Je suis sorti en trompe du Bristol et j'ai marché au hasard. Quelquefois, il suffit de claquer une porte pour se sentir mieux. Mon père avait raison, bien sûr. Je vénérais mon grand-père. Quand j'étais petit, ces histoires fantastiques m'avaient appris que la magie avait sa place dans la vie. Et même après que j'avais cessé d'y croire, grand-papa avait conservé une sorte d'aura. Il avait vécu des choses horribles et vu les pires travers de l'humanité. Son existence en avait été complètement bouleversée. Malgré ces épreuves, il était resté honnête, bon et courageux. Voilà pourquoi je refusais d'admettre qu'il ait été un menteur et un tricheur, doublé d'un mauvais père. Si grand-papa Portman n'était pas l'honneur et la bonté incarnée, je ne voyais pas qui pouvait prétendre à ses qualités. Les portes du petit musée étaient ouvertes et les lumières allumées, mais la salle était déserte. J'étais venu voir le conservateur dans l'espoir qu'il pourrait me parler du passé de l'île et de ses habitants. Je comptais également l'interroger sur la maison vide, lui demander ce qu'étaient devenus ses occupants. Pensant qu'il s'était absenté quelques minutes, je suis entré dans son sanctuaire afin de tuer le temps. Les collections étaient exposées dans des vitrines le long des murs ou à la place des bancs de l'ancienne église. Elles témoignaient de la vie dans un village de pêcheurs traditionnels et de l'art difficile de l'élevage, à mourir d'ennui. Toutefois, une vitrine sortait du lot. Elle trônait à une place de choix sur ce qui avait dû être l'autel derrière une corde. Je l'ai enjambé au mépris du petit écriteau. C'était un coffre de bois verni, fermé par du plexiglas, de sorte qu'on pouvait voir son contenu seulement du dessus. J'ai regardé à l'intérieur et reçu un coup au cœur en découvrant un cadavre ragoupri à la chair noircie, comme carbonisée. J'ai aussitôt cédé à la panique. Un monstre. J'avais pris cette espèce de momie pour une des créatures qui hantaient mes rêves, mais je me suis calmé en constatant qu'elle ne brisait pas les vitres pour me sauter à la gorge. C'était juste une pièce de musée, aussi inoffensive que morbide. Je vois que tu as fait la connaissance du vieux, a dit quelqu'un derrière moi. Je me suis retourné. Le conservateur me rejoignait à grandes enjambées. Tu n'es pas impressionnable. J'ai vu des adultes tomber dans les pommes. Il m'a tendu une main en souriant. Martin Paget. Je n'ai pas saisi ton nom l'autre jour. Jacob Portman. Et lui, c'est qui? Ai-je demandé en indiquant la vitrine. Une victime de l'assassin le plus célèbre du pays de Galles. Ah, ça se pourrait, même si je n'ai jamais envisagé de cette manière. C'est le résident le plus âgé de l'île. Les archéologues l'appellent l'homme de Cairnholm. Entre nous, on dit le vieux. Il a plus de 2700 ans et il n'en avait que 16 quand il est mort. En fait, c'est un jeune homme. 2700, ai-je répété, ahuri. J'ai étudié le visage du garçon. Ses traits délicats étaient incroyablement
passe sa jeunesse dans les profondeurs de notre marais, un endroit privé d'oxygène et de bactéries. C'est une véritable fontaine de jouvence là-dessous. Enfin, en admettant qu'on soit déjà mort. C'est là que vous l'avez découvert, dans le marais. Hilary, pas moi, découpeur de mottes, en récoltant de la tourbe près du grand tumulte des pierres, là-haut, dans les années 70. Il était tout frais au début, alors on a pensé qu'un assassin rôdait à Cairnholm, jusqu'à ce que les flics remorquent l'arc qu'il tenait à la main, et tout droit sorti de l'âge de pierre, et la ficelle de cheveux humains autour de son cou. On ne fait plus des cordes comme ça de nos jours. J'ai frissonné. On dirait un sacrifice. Bien vu, il est mort étranglé, noyé, étripé et assommé. Un peu excessif cette façon de tuer, non? Ouais, peut-être. Martin a explosé de rire. Peut-être. Si, ouais, c'est clair. Et comment? Mais le plus fascinant, c'est ce que ce garçon a affronté la mort de son plein gré. Son peuple croyait que les marais, le nôtre en particulier, étaient les portes du monde des dieux, et donc l'endroit idéal pour faire don de sa personne. C'est tordu, sans doute. Cela dit, je suis convaincu qu'aujourd'hui nous tuons de toutes sortes de manières qui sembleront folles aux hommes du futur. Quant aux portes de l'au-delà, pourquoi pas? Le marais est un lieu intermédiaire, ni vraiment eau, ni vraiment terre. Il s'est penché au-dessus de la vitrine. Il est beau, non? J'ai de nouveau regardé le corps de cet adolescent étouffé, éventré et noyé, qui, paradoxalement, avait accédé à une certaine forme d'immortalité. Je ne trouve pas. Martin s'est redressé et s'est mis à déclarer: approche, étranger, et contemple l'homme de la tourbe, son visage couleur de suie, ses membres rabougris tels des veines de charbon, ses pieds semblables à des morceaux de bois flottés mêlés de raisins flétris. Il a écarté les bras comme un mauvais acteur de théâtre et s'est pavané autour de la vitrine. Approche et mesure l'art cruel de ses blessures, ses lignes sinueuses tracées au couteau, cette cervelle et ses os que des pierres exposèrent au regard, la corde qui entame encore son cou. Premier fruit entaillé, puis négligemment jeté. Demandeur d'asile au paradis, vieillard piégé de sa jeunesse. Je t'aimerais presque d'amour. J'applaudis. Il m'a gratifié d'une courbette. Waouh, c'est vous l'auteur? J'avoue, a-t-il déclaré avec un sourire penaud. Je m'adonne à la poésie à mes heures perdues. Un simple passe-temps. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je me suis demandé si cet homme étrange et illettré faisait à Cairnholm. Avec son pantalon à plis et ses poèmes maladroits, il aurait été plus à sa place dans un fauteuil de directeur de banque, plutôt que sur cette île battue par les vents, sans téléphone ni route goudronnée. Je serais ravi de te montrer le reste de ma collection, a-t-il dit en m'escortant jusqu'à la porte. Mais je dois fermer. Reviens demain, si tu veux. Je l'ai interrompu avant qu'il me pousse dehors. En fait, j'étais venu vous poser des questions. C'est au sujet de l'orphelinat. Je suis allé le voir. Très bien, s'est-il exclamé. J'ai cru que je t'avais fait peur et que tu y avais renoncé. Comment se porte notre bonne vieille maison hantée? Est-elle toujours debout? Je lui ai répondu par l'affirmative avant de l'interroger. Les gens qui vivaient là-bas, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils sont morts depuis longtemps. J'étais surpris. Pourtant, au fond, ça n'avait rien d'étonnant. Miss Peregrine était une dame âgée. Cela ne signifiait pas que ma quête était terminée. Je recherche des personnes qui avaient habité dans cette maison, pas seulement la directrice. Ils sont tous morts. Nul n'a vécu là-bas depuis la guerre. J'ai mis du temps à comprendre. Comment ça? Quelle guerre? Quand on parle de guerre ici, mon gars, c'est forcément la seconde. Ils ont péri dans un bombardement allemand, si mes souvenirs sont bons. Non, ce n'est pas possible. Il a hoché la tête. À l'époque, on avait une batterie de canons anti-aériens à la pointe de l'île, derrière le bois qui entoure la maison. Cela faisait de Cairnholm une cible militaire légitime, encore que la légitimité ait été le cadet des soucis des Allemands. Bref, une des bombes a dévié de sa trajectoire et voilà, il a secoué la tête. La faute à pas de chance. Ce n'est pas possible, ai-je répété, même si le doute s'insinue en moi. Assieds-toi, je vais te faire du thé. Tu m'as l'air complètement sonné. Je suis juste un peu étourdi. Il m'a offert une chaise dans son bureau pendant qu'il préparait le thé. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes idées. Si la maison avait été bombardée pendant la guerre, cela expliquait ses murs défoncés et son état de délabrement. Mais alors, que penser de la lettre de Peregrine Faucon avec le cachet de la poste de Cairnholm, datant d'une quinzaine d'années seulement? Martin est revenu avec un mug. J'ai versé une goutte de pandérine. C'est ma recette secrète. Ça devrait te requinquer en un rien de temps.
Je l'ai remercié et j'ai bu une gorgée du breuvage, réalisant trop tard que le Penderyn était du whisky. J'ai cru que j'avais avalé du napalm. Ça fait de l'effet, et j'ai admis écarlate. Martin m'a observé en fronçant les sourcils. Je vais aller chercher ton père. Non, 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 tout va bien. Par contre, si vous pouviez m'en dire plus sur le bombardement. Il s'est assis en face de moi. Justement, quelque chose m'intrigue. Tu dis que ton grand-père a vécu là-bas. Il ne t'a jamais parlé des bombes. Non, moi aussi je suis étonné. Ça a dû se produire après son départ. Vous savez si c'est arrivé au début ou à la fin de la guerre? J'avoue que non. Mais si ça t'intéresse vraiment, je veux bien te présenter quelqu'un qui pourra t'enseigner. Mon oncle Guy, il a passé toute sa vie sur l'île. Il a 83 ans, mais encore l'esprit vif. Martin a jeté un coup d'œil à sa montre. Si on arrive avant le début du Father Ted, je suis sûr qu'il se fera un plaisir de répondre à ces questions. 10 minutes plus tard, Martin et moi étions calés dans un sofa moelleux dans le séjour de Guy. La pièce était pleine à craquer de vieux livres et de vieux cartons à chaussures. Elle contenait assez de lampes pour éclairer toutes les grottes de Carlsbad, mais une seule était branchée. Oggy, assis en face de nous, était vêtu d'une veste usée jusqu'à la corde en bas d'un pyjama. Comme s'il avait prévu de recevoir de la visite, mais pas des hôtes de marque, dignes de le voir en pantalon. Tout en parlant, il se balançait inlassablement dans un rocking chair couvert de plastique. Il semblait ravi d'avoir un public, et après nous avoir longuement entretenus sur la météo, la politique du Pays de Galles et l'état déplorable de la jeunesse, il a laissé Martin le brancher sur le sujet de l'orphelinat. Bien sûr que je me souviens de ces gamins, une drôle d'équipe. On les croisait souvent en ville de temps en temps, les enfants et parfois aussi leur gouvernante. Ils venaient acheter du lait, des médicaments et je ne sais quoi d'autre. Ils se détournaient quand on leur disait bonjour. Ils restaient entre eux dans la grande maison, là-bas. Les gens se posaient beaucoup de questions sur leur compte, mais personne ne savait rien. Quel genre de questions? Bah, des salades, je vous l'ai dit. Personne ne savait rien. En tout cas, ce n'étaient pas des orphelins ordinaires. Pas comme les gosses de Maison Barnardo qui sortaient en ville pour les parades, s'arrêtent pour discuter et tout. Cela était différent. Il y en avait même qui parlaient l'anglais du roi, ou n'importe quel anglais d'ailleurs. Peut-être parce que ce n'étaient pas de vrais orphelins, et je suggérais, c'était des réfugiés d'autres pays, Pologne, Autriche, Tchécoslovaquie. Oggy a haussé un sourcil. Ah bon, c'est curieux, je n'avais jamais entendu ça. Il a paru vexé, à croire que je l'avais insulté en lui apprenant quelque chose qu'il ignorait sur son île. Les mouvements de son rocking chair se sont accélérés, devenant presque agressifs. Si c'était le genre d'accueil que Grandpa et ses camarades avaient reçu à Cairnholm, je comprenais qu'ils aient préféré rester entre eux. Martin s'est éclairci la gorge. Alors, le bombardement? Oui, ça vient. Ces maudits Boches, je ne risque pas de les oublier. Il s'est lancé dans une description détaillée du quotidien des insulaires, quand l'île vivait sous la menace des raids aériens. Les hurlements des sirènes, les courses affolées vers les abris, les veilleurs qui allaient à chaque soir de maison en maison pour vérifier si chacun avait bien fermé ses volets et si les réverbères étaient tous éteints, afin de ne pas faciliter la tâche des pilotes ennemis. Les gens se préparaient au pire tout en pensant qu'ils ne seraient pas bombardés. Il y avait tant de ports et d'usines sur le continent qui constituent des cibles bien plus intéressantes que le petit arsenal de Cairnholm. Pourtant, une nuit, mais les Allemands avaient frappé. Le bruit était effroyable, s'est rappelé Oggy. On aurait cru qu'un géant piétinait l'île, et ça a duré des siècles. Ils nous ont sacrément pilonnés. Heureusement, personne en ville n'a été tué. On ne peut pas en dire autant de nos artilleurs, même s'ils se sont bien défendus, ni des pauvres âmes de l'orphelinat. Une bombe a suffi. Ils ont perdu leur vie pour la Grande-Bretagne, ça oui, alors que Dieu les bénisse, d'où qu'ils soient venus. Vous vous rappelez quand c'est arrivé, et je demandais, au début ou à la fin de la guerre? Je peux même te donner le jour exact, c'était le 3 septembre 1940. Cette phrase m'a fait l'effet d'une déflagration. J'ai revu en pensée le visage livide de mon grand-père, ses lèvres qui remuaient à peine, prononçant les mêmes mots, le 3 septembre 1940. Vous en êtes sûr? Je veux dire, c'était vraiment ce jour-là. Je n'ai pas été au front, j'étais trop jeune d'un an. Je n'ai vu de la guerre que cette nuit-là. Alors oui, j'en suis sûr. Soudain, je me suis senti engourdi, comme déconnecté de la réalité. C'était tellement étrange. Est-ce que quelqu'un se moquait de moi? Étais-je la victime d'une blague malsaine? Il n'y a pas de survivant, s'est renseigné Martin. Le vieil homme a réfléchi un moment, laissant son regard errer au plafond. Maintenant que tu le dis, je crois que si, un seul, un jeune homme, guère plus vieux que ce garçon-là. Il a
a cessé de se balancer le temps de rassembler ses souvenirs. Il est arrivé en ville le lendemain matin sans une égratignure. Pour quelqu'un qui venait de voir tous ses amis casser leurs pipes, il ne semblait pas spécialement perturbé. C'était très curieux. Il devait être en état de choc, a supposé Martin. Je ne sais pas. Il n'a parlé qu'une seule fois pour demander à mon père à quelle heure partait le prochain bateau pour le continent. Il voulait prendre les armes sur le champ pour tuer les monstres qui avaient assassiné les siens. L'histoire d'Oggy était presque aussi ravagante que celle de Grandpa, mais je n'avais pas de raison de douter de lui. Je l'ai connu et je murmurai. C'était mon grand-père. Il m'ont dévisagé stupéfait. Ça, par exemple, a fait Oggy. Je me suis levé. Remarquant que j'étais secoué, Martin m'a proposé de me raccompagner au pub. J'ai décliné son offre. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. Reviens me voir bientôt, a-t-il suggéré. Je lui ai promis de passer. J'ai pris mon temps pour rentrer, aspirant à plein poumon l'air chargé d'embrun et de fumée de cheminée. Dans le port, j'ai marché jusqu'à l'extrémité d'un ponton et regardé la lune se laver au-dessus de l'eau. J'ai imaginé mon grand-père, attendant un bateau ici même un affreux matin du septembre 1940, fou de douleur, fuyant la mort des siens pour rejoindre la guerre et son cortège d'autres morts. Il était donc impossible d'échapper au monstre, même sur cette île minuscule qu'un grain de sable sur la carte, abritée par des nuées de brouillard, des récifs coupants et des flots bouillonnants. C'était cela, la terrible vérité dont mon grand-père avait voulu me protéger. Dans le lointain, j'ai entendu des groupes électrogènes octer puis s'arrêter. Pendant quelques secondes, les lumières du bord sont devenues plus brillantes avant de s'éteindre. J'ai imaginé l'île vue d'avion à ce moment précis, disparaissant brusquement dans les ténèbres, telle une supernova miniature. J'ai fait le reste du chemin à la lueur de la lune. Je me sentais minuscule. Mon père était au pub, installé à la même table que ce matin. Devant lui trônait une assiette à moitié vide de ragoût de bœuf fiché dans la graisse. « Te voilà », a-t-il commenté lorsque je me suis assis. « Je t'ai laissé à dîner. »« Je n'ai pas faim. » Je lui ai répété que j'avais appris ce que j'avais appris sur Grandpa. Il a paru plus contrarié que surpris. Je n'en reviens pas qu'il ne m'en ait jamais parlé, pas une fois. Je comprenais sa colère. Un grand-père peut décider de ne pas révéler ce genre d'informations à son petit-fils, ça se défend. En revanche, on pourrait attendre d'un père qu'il le confie à son fils. J'ai essayé de donner un tour positif à la conversation. C'est fabuleux, toutes ces choses qu'il a vécues. Papa hochait la tête. Je ne crois pas que nous en connaîtrons un jour toute l'étendue. En tout cas, Grandpa savait garder un secret. Tu m'étonnes, ce type était une véritable forteresse. Ça pourrait expliquer qu'il se soit montré aussi distant quand tu étais enfant. Papa m'a lancé un regard acéré. J'ai compris que j'étais allé trop loin et que j'avais intérêt à préciser ma pensée. Il avait déjà perdu 2 fois sa famille, d'abord en Pologne, puis ici, sa famille d'adoption. Alors quand vous êtes arrivés, toi et tante Suzy, chat échaudé, craint l'eau froide. Je suis sérieux. Peut-être qu'il ne trompait pas grand-mère après tout. Je ne sais pas, Jake. Je ne pense pas que les choses soient aussi simples. Il a soupiré. L'intérieur de son verre de bière s'est couvert de buée. Je comprends mieux maintenant pourquoi toi et Grandpa étaient aussi proches. Pourquoi? Il a mis 50 ans à vaincre sa peur d'avoir une famille. Tu es arrivé pile au bon moment. Je n'ai rien pu répondre. Comment peut-on dire à son propre père: je suis désolé que ton père ne t'ait pas assez aimé. Faute de trouver les mots, je me suis contenté de lui souhaiter une bonne nuit avant de monter me coucher. Je me suis tourné et retourné dans mon lit presque toutes les nuits. Je n'arrêtais pas de penser aux lettres, la missive de cet inconnu sur laquelle papa et tante Suzy étaient tombés autrefois, et le mot de Miss Peregrine que j'avais découvert un mois plus tôt. Une idée fixe me maintenait éveillé. Et si l'auteur de ces 2 lettres était la même femme? Sur celle de Miss Peregrine, le cachet de la poste datait de 15 ans. Pourtant, tout portait à croire qu'elle avait quitté ce monde en 1940. Je ne voyais que 2 explications. Soit mon grand-père avait correspondu avec une personne décédée, chose assez probable, soit l'auteur de la lettre n'était pas Miss Peregrine, mais quelqu'un qui usurpait son identité. Pourquoi voudrait-on dissimuler son nom dans un courrier? Parce qu'on a quelque chose à cacher? Parce qu'on est l'autre femme? Et si ce voyage me permettait seulement de découvrir que mon grand-père était un menteur et un marivolage, avait-il voulu, juste avant de mourir, me parler de la mort de sa famille d'adoption ou m'avouer une liaison minable? Peut-être les 2. Après avoir vécu tous ces déchirements, il n'avait pas su être présent pour sa famille, ni lui rester fidèle.
par sombrer dans un sommeil agité. Je me suis réveillé à l'aube, alerté par un bruit dans ma chambre. J'ai roulé sur moi-même pour voir ce que c'était et cru mourir d'une crise cardiaque en découvrant un gros oiseau perché sur ma commode. Je me suis assis, comme mu par un ressort. L'oiseau me fixait intensément. Son plumage était gris, sa tête lisse et brillante. Ses serres cliquetaient sur le bois tandis qu'il allait et venait le long du meuble. Je l'ai regardé sans oser bouger. Est-ce que je rêvais? J'ai appelé mon père. Au son de ma voix, l'oiseau s'est envolé. J'ai protégé mon visage derrière mes bras par réflexe. Quand j'ai rouvert les paupières, il avait disparu par la fenêtre. Mon père est enterré en titubant, les yeux bouffis de sommeil. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai montré les marques de serre sur la commode, la plume qui traînait par terre. C'est étrange, a-t-il dit en l'examinant. En général, les faucons pèlerins ne s'approchent pas des humains. Les faucons, ai-je répété, pensant l'avoir mal entendu. Il m'a tendu la plume. Falco peregrinus. Ce sont des oiseaux incroyables, les plus rapides du monde, capables de se métamorphoser pour prendre la forme la plus aérodynamique possible. Ce nom n'était qu'une curieuse coïncidence, mais il m'a laissé un sentiment étrange dont je n'ai pas réussi à me défaire. Pendant le petit déjeuner, je me suis demandé si je n'avais pas renoncé trop vite. Même s'il ne restait plus qu'un seul être vivant pour parler de mon grand-père, la maison était toujours là. Je n'en avais exploré qu'une petite partie, bien sûr, en admettant qu'elle ait un jour abrité des lettres, un album photo, un journal ou n'importe quel document susceptible de répondre à mes questions. Il avait dû brûler ou pourrir depuis des décennies. Cependant, si je quittais l'île sans m'en assurer, j'étais sûr de le regretter. C'est ainsi que je me suis convaincu, moi, Jacob Portman, victime de cauchemars, sujet aux terreurs nocturnes et aux hallucinations, de retourner dans cette maison abandonnée, probablement hantée, où une douzaine d'enfants avaient connu une fin tragique.